Le 21e siècle a vu naître une toute nouvelle génération d'armements. Les véhicules robotisés. Il y a des missions qu'on préférerait ne pas avoir à faire. Quand on possède un robot capable de transporter jusqu'à 3,5 tonnes de matériel, ça fait une énorme différence. Ils doivent pouvoir se conformer à tous les terrains. Ils peuvent ravitailler les soldats en tout ce qu'on veut. Beaucoup peuvent frapper et détruire des cibles. Ils les repèrent, attendent l'autorisation et font feu. Mais surtout, ils doivent pouvoir être autonomes. Les robots ont déjà intégré notre armée. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous avons réuni le matériel jugé le plus en pointe dans plusieurs catégories distinctes. Les armes de précision, les systèmes incapacitants, les armes de combat rapprochées et dans cet épisode, les robots de guerre. À vous de juger lequel est le meilleur. L'arme absolue. Le premier de nos robots est un compagnon, non pas à 4 pattes, mais à 6 roues. Voici la mule. Conçue pour être la bête de somme des champs de bataille modernes, la mule est loin d'être un âne batté. C'est de la haute technologie sur roue. Le secret de son extrême mobilité réside dans ses 6 roues. Chaque roue possède son propre moteur embarqué, indépendant des autres. Chacune a un essieu autonome, capable de décrire un arc de 270 degrés. Ce véhicule peut réellement escalader des obstacles. Il peut s'aplatir au sol afin d'aider les soldats à y charger leur matériel. Il peut s'incliner à droite ou à gauche et donc rouler à flanc de coteau tout en conservant une assiette totalement horizontale. Sa mobilité est extraordinaire. Il peut aussi optimiser sa hauteur de suspension afin de pouvoir traverser des rivières ou enjamber des rochers ou des souches qui se trouveraient sur son chemin, voire des troncs d'arbres ou n'importe quel obstacle de ce genre. Quelle que soit la destination, quel que soit le terrain, la mule pourra suivre les troupes. La mule est un matériel logistique à usage multifonction conçu pour appuyer les soldats dans 3 domaines essentiels. Le transport, l'appui au combat et la détection des mines. En mode anti-mine, la mule pourra détecter, signaler et neutraliser les mines anti-chars et anti-personnel. La version de combat sera dotée d'un système d'armement embarqué ainsi que de matériel de reconnaissance et de surveillance lui permettant de localiser et de détruire l'ennemi. Et la mule de transport déchargera les soldats de leur lourd pactage en véhiculant plus d'1 tonne de matériel et de sacs à dos. C'est fou ce qu'un soldat doit porter afin de pouvoir remplir sa mission. Il a un pactage, il porte une arme, ses munitions, de l'eau. On ne se rend pas compte du poids que représente l'eau. Il porte sa nourriture également. Il faut imaginer tout ce qu'on entasse sur son dos. Ça fait 18 à 22 kilos, parfois plus de 45 pour certaines unités. Ce véhicule est destiné à délester le soldat de ce poids et de la fatigue qu'elle génère pour lui permettre de mieux remplir sa mission. Le véhicule pèse à lui seul environ 2 tonnes 3. Sa charge utile représente près de la moitié de ce poids, soit tout le matériel et le ravitaillement nécessaires à 2 escadrons pour une journée complète d'opération. Ils ne gaspillent pas d'énergie à porter tout ce poids et la conservent pour leur véritable objectif, le combat sur le terrain. Contrairement à son homonyme à 4 pattes, cette bête de somme va toujours exactement où on veut. On peut piloter la mule avec une simple télécommande et elle peut aussi être programmée pour remplir des missions en totale autonomie grâce à son GPS et ses instruments de navigation. Sa capacité d'autonomie est sa principale qualité. On lui dit où se rendre et elle y va. Une fois les coordonnées programmées, le véhicule se débrouille seul, décidant de son propre chef de la meilleure trajectoire à suivre. Il sait où il est, il sait ce qu'il fait et il sait quoi faire pour surmonter les obstacles sur un terrain difficile si aucune route n'existe. Il va devoir analyser le terrain, savoir décider entre dois-je rester sur le chemin, dois-je quitter le chemin et contourner cet arbre ou dois-je escalader cet obstacle. La technologie embarquée est capable de le gérer. Furtivité et puissance de feu sont les points forts de la mule. Mais son coût relativement bas et la promesse d'une autonomie accrue intéressent l'armée de terre américaine.
Ils envisagent de déployer plus de 100 de ces plateformes robotisées dans les 10 à 15 ans à venir. Je pense que les robots représentent l'avenir. Ils apportent une solution qui rend nos soldats plus redoutables, plus résistants et plus efficaces dans leur mission. Apportant la preuve que la taille importe peu, c'est le drone miniature israélien Skylark qui occupe la 9e place de notre classement. Il a la particularité d'embarquer tous les composants d'un drone bien plus grand dans un volume très réduit. Il ressemble à un jouet, mais quand on l'examine de plus près, on découvre un joyau de précision. Il partage les qualités aérodynamiques d'un avion modèle réduit, très simple et efficace. Ils délivrent les renseignements directement à leur destinataire, sur le terrain, immédiatement, en temps réel. Pesant un peu plus de 5,5 kg, ce drone est assez petit pour être transporté dans un simple sac à dos. On peut l'assembler en 15 minutes et faire décoller le Skylark ne saurait être plus simple. On peut le faire décoller de manière totalement autonome grâce à un mini-lanceur ou le lancer à la main, ce qui est à la portée de tous. Le pilotage d'un drone ordinaire requiert des connaissances spécialisées et une formation intensive. Rien de tel avec le Skylark. Il faut seulement savoir se servir d'un ordinateur. Et une simple formation de 2 semaines suffit pour apprendre à le piloter. Le pilotage de ce micro-drone est facilité par un instrument unique en son genre, la caméra de survol. On n'a pas besoin d'avoir d'aptitude particulière au pilotage. Il suffit de viser l'endroit qui vous intéresse et le système va s'autogérer afin de vous délivrer l'information en continu, ce qui vous permet de suivre des trajectoires de vol variées sans attirer l'attention sur le lieu que vous observez. D'une envergure d'un peu plus de 2,10 mètres et doté d'un moteur électrique quasi silencieux, ce micro-drone peut approcher sa cible de très près sans se faire repérer. La taille de cet appareil et le peu de logistique qu'il requiert nous permettent avant tout de l'amener aussi près que possible de la zone d'opération, à seulement quelques kilomètres. Sa propulsion électrique le rend quasi indétectable et son équipement exceptionnel offre un niveau de détail très proche de celui obtenu depuis une altitude très élevée par le Predator. Pour le soldat au sol, la possibilité d'effectuer une reconnaissance quelques minutes seulement avant le lancement est un avantage crucial. Auparavant, on devait obtenir l'information par radio. C'est une procédure très longue, alors que les conditions sur le terrain peuvent changer très rapidement. Ce que le drone a vu quelque temps auparavant peut déjà ne plus être d'actualité lorsque ces informations sont transmises. Grâce à notre drone, le soldat sur le terrain obtient immédiatement le renseignement dont il a besoin. Il agit en disposant de l'information la plus récente. Et quand le moment du repli arrive, une simple pression sur un bouton suffit à ramener le Skylark au sol. Sa récupération est un peu inhabituelle car on le passe soudainement au point mort. Il tombe alors comme une feuille morte au sol, amorti par un airbag spécial qui ressemble beaucoup à celui d'une voiture. Il n'y a rien d'autre à faire pour le récupérer. On appuie sur un bouton et tout est automatique. Le Skylark n'est pas autonome et sa capacité de vol n'est que de 90 minutes. Mais sa furtivité et sa facilité d'emploi ont très largement séduit les forces armées israéliennes. À suivre, nous continuons notre inventaire des 10 meilleurs robots guerriers avec le Protector, puis le révolutionnaire X-47B. Nous avons sélectionné 10 des meilleurs engins robotisés du monde, qu'ils soient aériens, terrestres ou comme celui-ci, marins. En 8e position, débarrassez-moi le pont pour le Protector. Toutes les machines sans pilote ont le même objectif, s'occuper des tâches ennuyeuses, des missions dangereuses et du sale boulot. C'est aussi le rôle du Protector. Le Protector est aujourd'hui prêt et apte à remplir des missions qui éviteront toute prise de risque aux marins et au matériel sensible. Ça nous confère un avantage. L'ennemi sera plus prudent. S'il sait que cette machine patrouille, il ne sortira peut-être pas. Tout comme ses congénères aériens et terrestres, le Protector peut pénétrer au cœur de la zone de danger à la place des humains. Tous les jours, dans le monde entier, des marins risquent leur vie pour protéger les eaux proches des côtes sensibles.
Nous leur disons, regardez, un robot peut s'en charger. Il peut mener des missions d'abordage de navires, généralement très dangereuses. Il peut effectuer de longues patrouilles dans des conditions météo qui sont peu confortables pour les soldats. Et il peut le faire dans un environnement qui s'avère dangereux pour l'homme, soit en haute mer, soit dans des zones contaminées. Il peut même effectuer de la détection de mines au sonar ou du repérage de sous-marins plongés. S'il déclenche une alerte, on peut envoyer un hélicoptère armé ou un avion sur zone qui peut s'en occuper. C'est un système d'alerte très sophistiqué. Comme beaucoup de systèmes robotisés autonomes, le Protector concentre de nombreuses caméras et capteurs dans son unique tourelle multifonction. On a un module mobile électro-optique. Il possède une caméra, un système d'imagerie thermique pour la vision nocturne et un télémètre à laser, le tout hautement stabilisé. On peut aborder une cible, ce qui est potentiellement dangereux quand il y a des hommes à bord. On peut cibler, zoomer et même vérifier de visu la carte d'identité d'une personne. La stabilité du Protector est telle, même par forte houle, qu'on peut l'utiliser pour d'autres missions qu'une simple surveillance. On peut l'équiper d'armes, mortelles ou non, ou d'autres instruments capables de remplir leur mission. Si la cible reste une menace, on peut aussi ouvrir le feu avec une mitrailleuse embarquée. Dans une zone de combat, il peut servir de système tactique permettant de juguler des attaques groupées menées par des navires ennemis. L'expérience des conflits passés démontre combien un navire robotisé, armé et autonome peut être utile. Au Vietnam, quand on remontait les cours d'eau, la partie la plus dangereuse était l'approche des zones d'infiltration, parce qu'on ne savait jamais si un ennemi avec un calibre 30 n'était pas caché là. C'est ce qu'on redoutait le plus lors de ces incursions. Les créateurs israéliens du Protector l'ont conçu pour effectuer les missions les plus diverses possibles, avec un minimum de modifications. Le Protector est un système modulaire qui peut embarquer différentes charges utiles. Cela signifie qu'on peut retirer un module destiné à une mission particulière et le remplacer par un autre très vite et très facilement. Le plus utilisé est le Mini Typhoon, un petit module d'armement télécommandé équipé de capteurs et d'une mitrailleuse. Il peut aussi intégrer d'autres instruments comme un haut-parleur, un micro ou des systèmes de signalisation. Le Mini Typhoon place le Protector parmi les véhicules sans pilote les plus redoutables qui existent. D'autres modules, actuellement en développement, le rendront aussi extrêmement polyvalent. On étudie la possibilité d'améliorer ses capacités en lui ajoutant des modules pour d'autres types de missions, comme la détection de mines ou la lutte anti-sous-marine. On envisage de le doter d'instruments de lutte électronique et d'armements non mortels. On développe aussi ses applications civiles comme l'observation écologique et la lutte anti-incendie. Il remplit déjà différents types de missions, de manière très flexible, avec un très bon facteur de réussite. Le Protector peut rester en action pendant près de 8 heures d'affilée. Mais notre concurrent suivant, à la 7e place, fait preuve d'une endurance 6 fois plus importante. Propulsant la technologie des drones vers de nouveaux cieux, le Global Hawk est pour ainsi dire au sommet de son art. Il offre la possibilité jusque-là sans précédent de faire voler un appareil capable de couvrir toute la surface des États-Unis en une seule mission. Il offre une vision totale de la zone de combat. Il atteint un niveau de qualité jamais rencontré dans un autre système d'armement. Le Global Hawk est à la hauteur de son enjeu, qui est la planète entière. Les capacités sans égales du Global Hawk en termes d'altitude, de vitesse et d'endurance lui offrent une perspective exceptionnelle sur le monde qu'il survole. Il peut voler plus de 30 heures. Donc si on associe la vitesse et l'endurance du Global Hawk à ses capteurs ultramodernes, il augmente de manière incroyable les capacités de nos avions de combat. C'est un peu comme une caméra de surveillance de banque. Dans une banque, on n'installerait jamais un système qui ne filmerait que 5 minutes par heure. On veut une surveillance constante pour pouvoir constater l'irruption d'un cambrioleur et réagir. C'est la même chose dans une zone de combat. Je veux pouvoir prévoir ce qui va se passer sur cette zone et je dois donc voir ce qui s'y passe. Un Global Hawk peut couvrir la distance de 230 000 km et surveiller une zone de 100 000 km² en une seule journée. Ce que seule son altitude de vol de 18 000 mètres peut lui permettre.
Sa vitesse et son altitude sont très impressionnantes. L'appareil vole à plus de 550 km/h. Il peut atteindre 18 000 mètres d'altitude. Et tout cela pendant plus de 30 heures. C'est vraiment un aéronef très efficace. Le Global Hawk n'étant qu'un appareil de surveillance, il ne transporte aucune arme. Sa meilleure défense contre une attaque consiste à rester à une altitude qui le met hors d'atteinte. Son altitude le protège. Évidemment, cette protection n'est pas absolue. On peut imaginer qu'un avion ennemi le prenne en chasse pour le descendre. Mais si c'est le cas, je sais que je dispose de beaucoup de temps pour manœuvrer et quitter la zone. Le renflement de l'appareil abrite une antenne parabolique à large bande d'1,20 m qui lui donne sa forme si distincte. L'antenne satellitaire placée dans l'appareil possède un débit de 50 mégabits par seconde. Et le débit moyen dépasse les 250 mégabits par seconde. C'est une véritable ligne directe offerte aux hommes sur le terrain. Cet appareil est donc un incroyable vecteur d'images à la fois pour les analystes et pour les soldats sur le terrain qui ont besoin d'informations en temps quasi réel. Au combat, le Global Hawk peut identifier et suivre la position exacte d'une cible mouvante. Si nécessaire, un appareil armé comme un chasseur peut utiliser ces données pour mener une frappe de précision. Les radars utilisés fournissent des coordonnées géographiques extrêmement précises. Elles sont immédiatement intégrées à l'imagerie générée au sol. Grâce à cette précision, je peux adapter mon armement à l'effet que je désire obtenir. Je réduis les dommages collatéraux, je reste très précis et je ne touche que là où les personnes visées. Ces capteurs s'affranchissent de l'obscurité, des conditions météorologiques extrêmes ou même des tempêtes de sable. Une capacité qui trouve de nombreuses applications civiles. Pendant la saison des ouragans, on nous a demandé de surveiller les côtes du Golfe et de filmer tous les dégâts causés par le cyclone. Avant même que les nuages n'aient évacué le ciel, on a pu analyser la situation à travers la couche nuageuse grâce à nos radars embarqués et obtenir une bonne image du sol afin d'évaluer les dégradations sur les digues et les remblais ou toute autre infrastructure. Le coût du Global Hawk le place hors d'atteinte de toute armée non dotée d'un budget plus que confortable. Mais ce prix englobe une endurance, une furtivité et une large gamme d'instruments à la pointe de la technologie. Ce qui en fait l'outil parfait pour le projet BAMS de la marine américaine. BAMS est un acronyme désignant la surveillance aérienne élargie des côtes effectuée à l'aide d'appareils sans pilote. Nous allons augmenter l'investissement dans le programme de développement du Global Hawk pour obtenir un appareil optimisé doté de meilleurs détecteurs marins. À suivre, nous vous présentons des robots militaires aussi petits et discrets que celui-ci. Au lieu de risquer la vie de soldats dans une intervention, on risque juste un Viper. Et aussi important et intelligent que celui-là. C'est l'ordinateur qui a décidé tout seul, ça n'était pas prévu. Nous avons sélectionné ce qui se fait de mieux en robotique, y compris une nouvelle race de micro-robots. Polyvalent, intelligent et portable, le Viper est à la 6e position de notre classement. Le Viper est d'une grande utilité. C'est un atout indispensable. Au lieu de risquer la vie de soldats dans une intervention, on risque juste un Viper. Ses 23 cm et ses 11,3 kg permettent de transporter le Viper dans un sac à dos. Et ce petit robot espion peut se rendre partout où un soldat le pourrait aussi. On envoie le Viper reconnaître la cible avant d'envoyer des soldats. Il est capable de gravir un escalier, de monter à un étage, d'escalader une barricade ou d'autres obstacles et de pénétrer dans un bâtiment pour observer ce qui s'y passe. Le Viper doit son extraordinaire mobilité à la roue Galileo, qui sur simple pression d'un bouton peut se transformer en chenille en quelques secondes. On la voit actuellement sous sa forme de roue qui lui permet de se déplacer relativement rapidement d'un endroit à un autre, tout en économisant de l'énergie, ce qui est primordial. Mais si on souhaite lui faire gravir des escaliers ou l'amener à effectuer une mission en terrain difficile, on la déploie en forme de chenille et on en obtient tous les avantages. Une fois en position, tout un attirail sophistiqué d'instruments montés au sommet du Viper permet aux soldats de voir ce que voit le robot. Il est capable d'envoyer toutes les images filmées par sa caméra à tous ceux qui reçoivent son signal radio.
Et les micros embarqués du Viper font de lui les oreilles du soldat, tout autant que ses yeux. Et ce dernier n'a donc plus aucun doute quant aux intentions de ceux qui l'espionnent. Le Viper peut agir à plus de 800 mètres de l'opérateur, et on peut lui ordonner de rentrer d'une simple pression sur un bouton. Il retrouve alors automatiquement son chemin jusqu'à son point de départ. S'il lui arrive quelque chose, que vous en perdez le contrôle ou qu'il ne communique plus avec vous, ce qui peut arriver, il passe alors en mode automatique. Il sait comment rentrer seul. L'une de ses applications les plus évidentes est la lutte contre l'un des ennemis les plus mortels des soldats sur le terrain, les bombes artisanales. Il peut être doté d'un détecteur d'explosifs pour repérer d'éventuels colis piégés ou des bombes. Sa capacité à détecter les explosifs et autres matériaux dangereux pourrait aussi être une bonne nouvelle pour le meilleur ami de l'homme à quatre pattes. Le Viper va devenir un atout important du soldat sur le terrain. Pour l'instant, il fait ce que font les chiens de combat dans beaucoup d'armées du monde. Le Viper remplit les mêmes missions et pourra en mener de plus en plus au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles capacités. Encore vulnérable à l'agression, on teste la possibilité d'équiper le Viper d'armes. Une capacité dont notre 5e robot est déjà largement doté. Doué des mêmes capacités qu'un hélicoptère mais sans pilote, voici le Fire Scout, un appareil à décollage et atterrissage verticaux. Cet appareil se moque qu'il neige ou qu'il pleuve. Si on lui ordonne d'atterrir quelque part, il le fera. Tout comme son alter ego avec pilote, l'hélicoptère sans pilote possède un énorme avantage sur les avions à voilure fixe. Il peut décoller et atterrir presque partout. Et le Fire Scout peut même le faire sans la moindre assistance humaine. Il suffit d'un seul clic de souris et il décolle. Il va suivre son plan de vol et remplir sa mission. Puis il reviendra à l'endroit qui lui aura été indiqué pour atterrir sans que personne n'ait jamais touché à cet appareil. Il suffit de cliquer 3 fois à l'aide d'une souris pour que ce véhicule mène à bien une mission de 8 heures. L'appareil est d'une robustesse à toute épreuve et le système informatique le guidera exactement à l'endroit programmé. La structure de l'appareil provient de l'hélicoptère à turbine de combat léger Schweitzer 330, qui a fait ses preuves. C'est une machine très fiable. Et ça a été un véritable défi de conserver cette fiabilité tout en l'adaptant en ce que vous voyez aujourd'hui. C'était un bon point de départ. On a mélangé ancienne et nouvelle technologie. On voulait utiliser un appareil aérien peu cher, facile à piloter et à entretenir, mais bourré d'une électronique de pointe coûteuse lui permettant d'exécuter ses missions. Le Fire Scout est bien plus qu'un simple appareil de surveillance. Il est assez polyvalent pour accomplir des missions très diverses. On peut ravitailler les troupes en sang, en munitions, en haricots, en produits médicaux et tout ce qui leur est nécessaire. Même par la nuit la plus noire, l'appareil atterrira. Les soldats récupéreront les denrées et l'engin rentrera. On peut même envisager qu'à terme, ils puissent évacuer les blessés. On peut aussi armer le Fire Scout. On peut l'équiper de roquettes et nous savons que certains corps d'armée souhaitent tester des armes de plus grande précision. On peut envisager un large éventail de possibilités d'armement. On teste actuellement l'installation de roquettes à propulsion guidées par infrarouge ou vidéo sur le Fire Scout, ainsi qu'une bombe de largage, la Viper Strike, que l'armée utilise couramment. Toutes deux sont des armes guidées. Opérateur, attention, vous pouvez armer et faire feu. Une multitude de capteurs permettent au Fire Scout de naviguer et se déplacer sans la moindre visibilité durant toute une mission. On n'a pas besoin de voir la zone d'atterrissage ou de distinguer la ligne d'horizon pour faire voler le Fire Scout en toute sécurité. L'absence de pilote nous autorise le vol dans les nuages, la nuit, et même dans une tempête de sable ou des conditions similaires. La parfaite polyvalence du Fire Scout en fait l'une des offres les plus prisées par les armées. On souhaite attirer divers clients. La Navy a déjà signé des contrats pour en équiper ses navires côtiers. L'armée de terre est aussi intéressée. Elle en a acquis 8. Je sais que le corps des Marines cherche un appareil à vol vertical sans pilote et nous sommes sur les rangs. Et plusieurs autres clients ont exprimé leur intérêt au niveau international. Et les gardes-côtes sont en train de tester le Fire Scout pour le soutien de leur nouvelle vedette, le Bertolf.
En fait, le Fire Scout a de telles aptitudes à décoller, atterrir et opérer entièrement seul que des pilotes commencent à en devenir jaloux. Je suis moi-même pilote d'hélicoptère et je me dis un peu que je suis spécial. Seul un pilote peut faire ça. Certains pilotes sont donc peu enthousiastes vis-à-vis de cette machine. Je suis un pilote d'hélicoptère de la Navy à la retraite. Et la première fois que j'ai vu le Fire Scout voler, je dois avouer que j'ai été jaloux. Il y a des missions qu'on préférait ne pas avoir à faire. Voler très bas et lentement en territoire ennemi. Les vols de longue durée. C'est une évolution naturelle. Dans 5 ou 6 ans, quand on l'aura équipé d'armes et de notre radar, le Fire Scout deviendra une arme ultime. Partout où une menace surgit, des véhicules sans pilote peuvent lutter contre le danger sans risquer la vie de soldats. Et dans l'océan, l'une des menaces les plus anciennes et redoutables est tapie sous la surface des eaux. Les mines se sont avérées les armes les plus efficaces des guerres maritimes de ces dernières décennies. Il y a plus de navires coulés par des mines que par tout autre moyen. Et cela fait plus d'un siècle que des navires de guerre suréquipés sont vaincus par ces armes relativement rudimentaires. Les mines peuvent discrètement attendre leur proie pendant des mois, voire des années. Et les désarmer à la main est extrêmement dangereux. Les mines sont une menace depuis très longtemps. Traditionnellement, on se débarrasse d'elles en pleine mer en expédiant un canot télécommandé embarquant une grosse bombe ou en envoyant un plongeur l'inspecter, parfois par contact physique à la main, et y poser une charge explosive. On doit gérer des explosifs dans des eaux profondes et parfois, évidemment, ça se passe en terrain ennemi. On peut être amené à opérer un déminage pendant que l'ennemi vous tire dessus. C'est la tâche idéale pour un véhicule inhabité tel que celui qui occupe la 4e place de notre classement. Le Talisman, un mini sous-marin robot. Aussi à l'aise en eau peu profonde que par plus de 300 mètres de fond, le Talisman est le premier robot de ce type. Le Talisman est un robot sous-marin unique en son genre. C'est le seul système possédant non seulement des capteurs de détection, mais aussi des armes permettant la destruction d'une mine au cours d'une même mission. Sa première fonction consiste à identifier, à répertorier et alors seulement à éliminer cette mine. Une fois qu'on a identifié et confirmé qu'il s'agissait bien d'une mine, on place le Talisman en position. L'opérateur lance la torpille, la guide vers sa cible et 5 à 10 minutes plus tard, boum, adieu la cible. Cela signifie que le navire est loin de là et que les hommes sont à l'abri. On utilise donc un engin contrôlé à distance pour aller faire le sale boulot. Qu'il s'agisse de la forme innovante de sa coque ou de son logiciel de contrôle entièrement autonome, tout en lui a été conçu pour son premier essai en un temps record. Le Talisman a été conçu en 7 mois et demi. C'est quasi exceptionnel pour un programme militaire. Comme pratiquement tous les véhicules sans pilote couronnés de succès, le Talisman a déjà évolué bien au-delà de sa finalité originelle. Il faut le voir comme un sous-marin miniature. Et il peut donc accomplir tout ce dont est capable un tel véhicule, mais sans mettre en danger le moindre soldat. On peut l'assigner à la surveillance. On l'envoie sur la zone à espionner sous les eaux, il remonte à la surface, récolte les informations grâce à ses capteurs, replonge et disparaît sans que personne n'ait repéré sa présence. On peut même envisager de l'armer pour couler autre chose que des mines stationnaires. Un navire ennemi, par exemple. On l'expédie dans un port ennemi, il tire quelques mini-torpilles et boum, on a coulé un navire sans risquer la vie de nos soldats. Le sous-marin inhabité Talisman peut agir jusqu'à 300 mètres de profondeur, de manière très furtive. Il est totalement autonome et très adaptable, ce qui en fait l'une de nos armes favorites. C'est l'avenir. C'est la réalité de demain où l'homme n'est plus directement confronté aux mines. On ne devra plus envoyer un homme dans l'eau pour s'en charger. Tout se fera à distance avec ce véhicule inoccupé et autonome. Les véhicules sans pilote ont beaucoup progressé cette dernière décennie et leur évolution doit énormément à notre prochain appareil. En 3e position, nous trouvons le père fondateur de cette lignée. Déjà fort de 14 années de service sur le terrain, voici le Predator. Il peut voler plus de 30 heures à plus de 15 000 mètres. Si on perd la liaison avec l'appareil, il rentrera automatiquement au bercail. Il peut observer sans être repéré. Son radar peut voir à travers les nuages et la nuit. Et si personne ne vous dit qu'il est là, si vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas.
En 2001, il devient le premier appareil volant inoccupé à combattre avec succès. Une fois qu'on a équipé le Predator de missiles, beaucoup moins de cibles nous ont échappé. L'ennemi ignore quand le prochain tir aura lieu. Il ne peut même pas prévoir le premier. Une fois que vous apparaissez sur notre écran, vous êtes fichu. Il est très précis. Lorsque le Predator prend son premier envol en 1994, il annonce une nouvelle génération d'armes. Contrôlé par radio ou satellite, l'appareil peut se trouver de l'autre côté de la planète, tandis que son pilote reste à l'abri au sol. Mais les compétences requises pour le faire voler restent les mêmes. Il faut être un vrai pilote pour pouvoir parler à la radio, connaître son angle d'approche, indiquer sa position aux autres, comme dans un véritable avion. C'est juste que le cockpit reste au sol. Mais il faut avoir les connaissances d'un pilote pour ne pas s'égarer dans les différents espaces aériens, ou pour bien percevoir son environnement, sa position par rapport aux autres appareils. La tourelle fixée sous la carlingue de l'appareil abrite le matériel de détection dernier cri du Predator. Le radar est tout temps. Il peut voir à travers les nuages et la nuit. Il couvre de grandes surfaces et de longues distances. On l'utilise pour la détection et la localisation d'éventuelles cibles ou la surveillance. Il fait de la détection comparative. On survole une zone, puis on revient le lendemain, tandis que des trafiquants de drogue sont passés par là, par exemple. On survole donc à nouveau la zone et les deux images sont superposées et indiquent la présence d'empreintes au sol. Il nous dit, il y a quelque chose de nouveau ici. Analysons cela et concentrons-nous sur cette zone. Il diffuse la vidéo en streaming. C'est comme regarder la télé en direct et il fournit ses informations du décollage jusqu'à l'atterrissage. L'équipe au sol n'est pas la seule à pouvoir recevoir les images du Predator. Le président peut les recevoir dans son bureau, le secrétaire à la défense aussi, sur un écran de télévision. On peut les diffuser sur un tout petit écran que porte un commando des forces spéciales en train de chevaucher en Afghanistan. La première version opérationnelle de l'appareil s'appelle le Predator A. Toujours en activité aujourd'hui, il vole à plus faible altitude que les modèles plus récents. On peut lire une plaque d'immatriculation à 4500 mètres, on n'a donc pas besoin de voler plus bas. À cette altitude, on échappe à la plupart des menaces au sol. Cet espion aérien s'avère rapidement efficace lorsqu'on l'utilise dans les Balkans, en Irak et en Afghanistan dans les années 90. Le Predator pouvait effectuer un zoom sur des cibles sensibles à près de 9 à 13 km de distance. On pouvait identifier les véhicules qui se trouvaient sur les lieux et le type de bâtiments dans lesquels ils entraient. Mais il est rapidement devenu évident qu'on ne pouvait pas se contenter d'identifier les cibles. Avant qu'on dote le Predator de missiles, lorsqu'il localisait une cible, on devait attendre qu'un avion ordinaire avec un pilote vienne éliminer la cible. Parfois, il fallait attendre un certain temps pour que l'appareil parvienne sur zone. L'armée de l'air a donc décidé d'armer le Predator. Et très peu de temps après, environ 6 semaines, on a pu embarquer le missile Hellfire à bord du Predator A, ce qui l'a presque transformé en chasseur. Une fois qu'on a équipé le Predator de missiles, beaucoup moins de cibles nous ont échappé. On pouvait les repérer et faire feu. Ce succès ouvre la voie au Predator B, plus grand et mieux armé, qui vole à plus haute altitude et augmente ainsi sa capacité à ne pas être détecté. Ce n'est pas un appareil furtif à proprement parler, mais comme le Predator A, qui vole entre 4500 et 6000 mètres d'altitude, il est difficile à repérer. Si personne ne vous dit qu'il est là et que vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. L'altitude de vol de croisière du Predator B est de plus de 9000 mètres. On ne peut pas le voir non plus. Il peut voler plus de 30 heures, à plus de 15 000 mètres, et transporte 1,3 tonne d'armement. Il a beaucoup d'atouts. Et quand un Predator vous prend en ligne de mire, rien ne sert de se cacher. La tourelle qui abrite les caméras est aussi dotée d'un marqueur laser. On marque donc la cible au sol à l'endroit où l'on souhaite lâcher la bombe ou tirer le missile. Ces derniers s'alignent sur le laser et filent droit sur la cible. C'est d'une précision redoutable. C'est sans aucun doute un atout important pour l'armée. Certaines opérations seraient impossibles sans le Predator. Le Predator est l'un des robots de guerre les plus aguerris au combat qui existent. Et l'ajout de missiles Hellfire en fait l'un des plus mortels. À suivre, la révélation de l'identité de notre meilleur robot de guerre. S'agira-t-il du futuriste X-47B ou du puissant Crusher ? Nous voici arrivés à la finale de notre liste des meilleurs robots de guerre du monde.
Nous estimons que ces deux derniers concurrents ne sont pas loin d'atteindre l'objectif suprême des véhicules robotisés, empêcher de risquer autant que possible la vie des soldats. En matière de force brute, rien n'arrive à la cheville de notre numéro 2, le Crusher. Le Crusher peut se déplacer sur n'importe quel terrain très difficile sans la moindre intervention humaine. Ils peuvent déterminer comment se rendre d'un point A à un point B, tout en décidant comment y parvenir, en minimisant les risques d'être repérés. Aucun autre véhicule ne dispose de la mobilité du Crusher. Lorsqu'on a un robot capable de transporter jusqu'à 3,6 tonnes de matériel, ça fait une énorme différence. Pesant presque 6 tonnes, le Crusher peut transporter près de 4 tonnes de charge utile. Ça ne donne pas envie de lui barrer la route. Son nom, qui signifie le broyeur, provient d'une vidéo qu'on a tournée il y a quelques années, où on voit le véhicule rouler sur des voitures et les écraser. Le véhicule étant capable de se frotter à tout type de terrain difficile, que ce soit prévu ou non, il est très résistant. Il planifie une trajectoire et tente de la suivre. Mais s'il rencontre un obstacle, il peut alors décider d'un autre trajet. C'est un matériel militaire, et son objectif est donc de remplir sa mission. Si la mule, plus petite, est avant tout conçue pour accompagner et aider les soldats dans leurs tâches, le Crusher, lui, préfère travailler seul. Très autonome, il peut mener à peu près tous les types de missions imaginables. Tout le monde a sa propre idée sur ce qu'il peut faire. Le Crusher peut se rendre dans des lieux trop dangereux pour un véhicule conduit par des hommes. Il peut intervenir sur des zones contaminées par des radiations, par des substances biologiques ou chimiques. À la base, il sert de ravitailleur. Il peut transporter du carburant, des munitions et ramener des blessés du front. Le Crusher peut effectuer des missions trop fastidieuses pour des soldats. Il est possible au Crusher d'effectuer des reconnaissances. Il suffit de l'envoyer en avant-garde des troupes. Il peut avoir une avance de plusieurs kilomètres, de plusieurs jours ou semaines, et il devient vos oreilles et vos yeux. Il peut gravir une crête et attendre là pendant une semaine que quelque chose se passe. Il se met en position d'attente et consomme donc très peu de carburant. Il peut même se déplacer de temps à autre, tout en restant à couvert. Et pas besoin de le nourrir. Il peut attendre là très longtemps jusqu'à ce que quelque chose d'important survienne. On peut le doter d'armes. On a donc un robot qui, en théorie, peut surgir à tout moment, repérer l'ennemi et détruire cet ennemi sans risquer la vie du moindre soldat. Pour pouvoir remplir tous ces objectifs, le Crusher doit se faire discret. Le véhicule est un hybride électrique qui peut donc rouler sans son moteur thermique. Il peut stationner et observer silencieusement pendant une très longue période. J'estime d'ailleurs qu'il sera surtout utilisé pour effectuer de simples reconnaissances, se déplacer et observer en silence. Il doit aussi être extrêmement résistant. On a conçu un véhicule à toute épreuve. Il est doté d'une plaque de protection à suspension en caoutchouc sous le châssis. On l'a équipé d'un pare-choc avant à absorption d'énergie et de pneus qui peuvent endurer de gros chocs. Tout l'enjeu pour nous est d'amortir les chocs. Mais surtout, le Crusher doit être intelligent. Il est doté de capteurs capables d'apprécier la nature du terrain qui s'étend devant lui. Il envoie ces données à des ordinateurs qui les interprètent et décide quelles parties de ce terrain sont praticables et lesquelles sont dangereuses. Le Crusher possède endurance, capacité d'armement, discrétion et fiabilité. Mais plus que cela, il est doué d'une intelligence dont les autres systèmes robotisés ne peuvent que rêver. Il est si futé qu'il commence même à surprendre ses créateurs. Il effectue des choses en tout terrain qui commencent à ressembler à un comportement humain. On le voit approcher d'un fossé et s'arrêter quelques secondes. On le voit reculer, contourner un arbre ou un flanc de colline. Alors on se gratte la tête et on se dit « Waouh, c'est un ordinateur qui agit comme ça ?» Ce n'est pas programmé, ce sont ces algorithmes qui décident tout seuls. Et c'est ça que je trouve très chouette, quand on commence à constater une prise de décision quasi humaine. Nous arrivons presque à la fin de notre classement des 10 meilleurs robots de guerre. Et pour découvrir le vainqueur de nos robots militaires, on doit retourner dans les cieux. Voici le X-47B, la merveille technologique qui représente l'avenir de l'aviation sans pilote pour l'US Navy. C'est une nouvelle manière de combattre. Ses aptitudes sont incroyablement étendues. Cette machine ne s'ennuie jamais, n'est jamais fatiguée et elle excelle dans toutes les tâches prosaïques. Encore à l'état de modèle de démonstration, le X-47B a été conçu pour embarquer à bord des porte-avions de classe Nimitz.
Sa voilure triangulaire et son absence de queue en font l'appareil le plus furtif ayant jamais volé. Dévoilé à la fin 2008, il effectuera des missions de surveillance et d'attaque en totale autonomie et sur un long rayon d'action. Il répond à un besoin de la Navy. Il possède une capacité d'action à très longue distance. Il peut non seulement offrir une vision immédiate du théâtre d'opération, mais aussi couvrir la distance de 5500 km et rester 50 heures en vol en étant ravitaillé tout en pouvant frapper des cibles lorsqu'il faut agir vite. Étant un appareil inhabité, il n'y a évidemment aucun pilote à bord sensible à la faim ou à la fatigue. Et sa capacité à se ravitailler en vol offre au X-47B une endurance sans précédent. Une fois qu'on s'est ravitaillé en vol un appareil sans pilote, quelles sont les limites? Si on peut lui fournir le carburant dont il a besoin, il ne se fatiguera jamais. Un chasseur peut voler 5 ou 10 heures, cette machine vole 50 heures. Elle reste sur zone et permet de conserver une vision globale de l'aire de combat, sans interruption. C'est exceptionnel. À maintes reprises, nous avons dû nous rendre sur la zone de combat, y mener notre action aérienne pendant un court moment, puis nous replier pour nous réarmer et nous rééquiper. Cet appareil pourra rester au combat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début, le X-47B servira d'espion dans le ciel. Mais si le besoin s'en fait sentir, il lui sera tout à fait possible de mener des missions d'attaque. Nous n'envisageons pour l'instant que des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Mais cette machine possède des soutes capables d'embarquer plus de 2 tonnes de matériel. Si sa forme futuriste vous paraît familière, c'est qu'elle est inspirée de celle du bombardier furtif B-2. Le B-2 est une aile volante dérivée d'un dessin original de Jack Northrop. Le X-47B en est une évolution. On a beaucoup appris sur les techniques de vol et les caractéristiques de ce type de voilure. On a réussi à l'optimiser pour conférer à ce type d'appareil le plus grand rayon d'action et la meilleure capacité de chargement. On a utilisé les caractéristiques aérodynamiques du B-2 et on a mis à profit ce qu'on a appris sur son pilotage pour adapter le tout au X-47B. Atterrir sur le pont d'un porte-avions est déjà très périlleux quand on bénéficie d'un empennage pour stabiliser l'appareil. Pour le X-47B, atteindre l'endroit précis au bon moment est d'autant plus difficile. Les avions basés au sol atterrissent sur une piste immobile de 90 mètres de large et 3 km de long. Là, vous devez poser en un point précis sur une surface d'1,5 hectare un objet qui vole à environ 240 km/h. On lance une machine de plus de 22 tonnes droit sur un navire qui est un bien national. On doit donc plutôt être certain de pouvoir le faire atterrir correctement. L'aptitude du X-47B à atterrir de manière autonome sur une surface aussi réduite, avec la même précision, quelles que soient les conditions météorologiques, est l'une des raisons qui en font notre meilleur véhicule sans pilote. Le défi n'est pas insurmontable. Il suffit que l'appareil capte une onde millimétrique à environ 11 km du navire et cale sa descente dessus. Pour l'ordinateur cadencé sur des boucles de 100 Hz, c'est comme suivre l'aiguille d'un cadran. Il observe tous les changements de vent et tous les mouvements du porte-avions. Peu lui importe l'obscurité, le type de vent ou les conditions météo. L'ordinateur n'a peur de rien. Il sait où se trouve le porte-avions, il est calé sur son onde millimétrique et il sait comment atterrir. Le X-47B a toutes les faveurs de notre émission qui le nomme vainqueur des systèmes sans pilote parce qu'il allie endurance, capacité de destruction et furtivité.